Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur les antennes de l'Intelligent TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous sur votre web télévision préférée. Vous êtes à l'émission La Revue de Presse Grand Format, émission qui sera consacrée au décryptage des sujets qui ont dominé l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Notre invité du jour se nomme Beta Michel. Il est le directeur de publication du journal Le Bélier. Monsieur Beta, bonsoir. Bonsoir, Koné. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie du choix porté sur ma personne. Ce soir, on va parler de défense et de sécurité nationale avec les assurances données par l'armée ivoirienne de défendre l'intégrité du territoire national. C'était à l'occasion de la présentation des vœux de nouvel président de la République, Alassane Ouattara. On s'intéressera aussi aux différentes orientations qui ont été données par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Haché, relativement à la bonne gestion des entreprises publiques et le coup d'État au Burkina Faso qui a renversé le désormais ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Ce sujet nous permettra de toucher du doigt l'instabilité sociopolitique de ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. On y va tout de suite pour la première partie de cette émission, la synthèse de la semaine. De la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a reçu les vœux de nouvel an des corps constitués le mercredi 2 février 2022 au palais de la présidence à Abidjan Plateau. Au nombre de ces corps, l'armée ivoirienne qui, à travers son premier responsable, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, a témoigné de son engagement et de sa détermination à défendre l'intégrité nationale et la sécurité des Ivoiriens, entre autres propos tenus par le général Lassina Doumbia. Nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire, même s'il arrivait de prendre un coup, soyez rassurés que nous avons appris à le faire sans perdre notre capacité à en donner. Alors, Monsieur Beta, comment vous appréciez ces propos du général Lassina Doumbia? Bon, il faut dire que les propos du général s'inscrivent dans un contexte qui peut être différemment apprécié. Sinon, ces propos ressemblent fort à une adhésion totale d'une armée au chef d'État, bien entendu, mais ça ressemble plus à une adhésion à un individu. Parce que là, l'armée est là pour tout le peuple ivoirien, pour toutes les obédiences politiques. Et il faut craindre que quand l'armée veut en fait donner trop d'assurance au premier responsable, c'est comme si elle était à son service. À son service, et c'est pas comme ça nous voulons notre armée. Notre armée, c'est une armée nationale, une armée républicaine au service des institutions. Quelle que soit l'institution, l'armée est au service de cette institution. C'est vrai que la présidence, c'est la plus grande institution, mais je pense qu'il y avait d'autres choses à dire que de vouloir montrer au chef de l'État qu'on peut bander les muscles pour lui. D'autres choses à dire, comme quoi, par Non, je exemple? dis que la question aujourd'hui, il faut dire que la question de la vie quotidienne des Ivoiriens, notamment au niveau sécuritaire, je parle à l'intérieur du pays, je ne parle pas forcément à l'extérieur. C'est vrai que la question des terroristes aussi est inquiétante, mais à l'intérieur du pays, aujourd'hui, on observe des enlèvements, des choses qui sont de nature à fragiliser un peu la quiétude des populations. Donc, je pense que sur ces questions-là, je crois que le chef d'état-major aurait pu même rassurer les populations quant à la célérité avec laquelle les enquêtes sont menées pour mettre en nu ces gens de personnes qui s'adonnent à ces pratiques d'enlèvement-là. Donc, je crois que ça allait au moins plus rassurer, ça allait plus à l'attention de nos populations que de vouloir montrer à un chef qu'on lui est acquis totalement. Bon, je crois que ce n'est pas le plus important. Et il a même dit, Monsieur le Président, vos forces sont en ordre et aux ordres. Vous trouvez que c'est trop C'est de excessif. sabbat, c'est excessif? C'est dithyrambique et puis ça ressemble au fait que ce qu'on observe souvent et qui sont de nature à donner l'impression que l'armée est au service d'un individu contre ceux qui ne sont pas d'accord avec l'individu. Parce que bon, quand on le voit dans nos pays africains, la plupart du temps, le président est certes là, mais il y a une opposition, il y a une société civile, il y a toute une catégorie de populations, de personnes qui agissent dans la sphère politique. Donc, quand l'armée prend la parole,
rôle, elle doit rassurer toute cette classe-là et non un seul individu pour montrer qu'elle est à sa porte et elle est déterminée pour lui. Elle est déterminée pour tout Ivoirien, quel que soit son rang, quelle que soit sa position. Déjà, si l'armée est déterminée pour le président, je pense que c'est quelque chose qui doit rassurer la population. Non, vous savez, dans notre contexte actuel, notre contexte ivoirien, hein, on sort d'une crise, on est rentré encore en 2002 à cause des élections dans une autre crise. Donc, il faut dire que la suspicion vis-à-vis de l'armée est généralisée au sein des populations. On se dit, ben, l'armée n'a pas à prendre la posture d'un camp contre un autre camp. Donc, quand on est dans notre contexte ivoirien, l'armée doit être très méfiante dans ses propos. Pas méfiante, mais mesurée dans ses propos pour assurer tout un chacun et non un seul individu. Est-ce que ce n'est pas une manière pour cette armée de se montrer républicaine en affirmant son attachement au chef de l'État? Le chef de l'État, quand même, il incarne une institution. C'est la présidence, c'est le premier responsable de ce pays. Oui, je n'en discute même pas. C'est pourquoi j'ai dit ce discours peut différemment s'apprécier. Mais dans le contexte ivoirien, il donne l'impression que l'armée se met au service d'un camp contre un autre. C'est ça notre préoccupation. Parce que nous disons que l'armée est au service de chaque Ivoirien. Et tous les Ivoiriens doivent se sentir dans l'armée. Et pour cela, le discours de l'armée doit être pour rassurer tout un chacun et non pas, même si c'est que ce soit le président de la République, mais ce n'est pas à lui seul l'armée doit s'adresser. L'armée doit s'adresser à tous les Ivoiriens. En voulant mettre en exergue cette cohésion avec le chef de l'État, ça montre que vraiment, il peut toujours utiliser cette armée-là, comme on l'a vu par le passé, contre utiliser pour faire quoi? Non, pour embrigader l'opposition, pour empêcher l'expression démocratique dans le pays, pour empêcher que les uns et les autres puissent exprimer leur opinion sur certains sujets qui sont de nature peut-être à ne pas faire avancer la démocratie. C'est ça la question essentielle. Donc, vous n'avez pas trouvé ces propos opportuns? Non, moi j'ai trouvé ces propos excessifs. Excessifs et puis un peu trop, c'est pas, moi je dis, pour moi, à mon sens, c'est vrai que l'armée est au service du territoire, doit protéger l'ensemble du territoire, mais doit protéger aussi le territoire à l'intérieur, mais c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pas seulement pour le chef de l'État. Donc je crois que le discours de l'armée doit être plutôt adressé à l'ensemble des populations. Quand il a l'occasion. Mais là, on parle de terrorisme. Le terrorisme, quand ça frappe, c'est la population. Généralement, ce sont les populations qui sont les premières victimes. Voilà, maintenant, si l'armée se montre engagée, déterminée à faire face à cette avancée djihadiste dans la sous-région. Je dis c'est de nature. Je dis que quand on écoute le discours, il peut être différemment interprété. Parce que je dis, quand tu es fini et puis elle dit, tes forces sont à ton service, sont pour toi, sont prêtes pour toi. Bon, c'est ça qui est gênant. Elle n'est pas prête pour le chef de l'État, elle est prête pour tous les Ivoiriens. Donc c'est cette nuance-là, il faut lever très vite. Parce que quand on se met au service d'un individu, on donne l'impression qu'on est au service non pas de tous les Ivoiriens, mais d'un seul individu. Voilà, c'est ça. Mais nous sommes, c'est vrai qu'on va en venir, mais nous sommes dans une période, un contexte qui est marqué par le coup d'État en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. On a connu un coup d'État au Burkina Faso, un coup d'État, sinon 2 au Mali, un coup d'État en Guinée-Conakry et puis un coup d'État manqué récemment en Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Je pense que dit ceci au président, c'est quand même rassurant pour les populations, surtout que beaucoup se disent qu'il peut y avoir des velléités de coups d'État ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, quand j'analyse les coups d'État, il faut les analyser post-coup d'État, après coup d'État. Parce que le coup d'État, c'est pas, je veux dire, ça ne sort pas ex nihilo, ça sort d'un contexte. Ça sort d'un contexte. Quand on prend les coups d'État qui se sont produits dans la sous-région, notamment en Guinée, les gens justifient ça par la manipulation des constitutions. Quand on prend le coup d'État qui s'est déroulé, je dis, dans d'autres pays comme le Mali aussi. Bref, pour dire qu'en fait, il faut vraiment aller vers ce qui peut être les causes des coups d'État. Ce n'est pas de prendre un coup d'État pour dire il y a eu coup d'État ici, il y a eu coup d'État ici, donc il faut rassurer le peuple. C'est pourquoi même, moi, il y a certains de ces propos que vous ne faites pas sortir que j'ai apprécié. Il a dit au chef d'État, il faut contribuer à la paix. Je pense que ça, c'est bon pour une armée, d'inviter le peuple de l'État à contribuer plus à la paix qu'à vouloir
mettre une situation qui peut lui mettre l'armée pour lui et contre ses opposants. Donc moi je crois que c'est vers cela même qu'il faut inviter notre armée à contribuer à la paix, à inviter ceux qui peuvent vouloir l'utiliser à des faits. Vous pensez que cette armée-là ne contribue pas à la paix en Côte d'Ivoire? Non, je n'ai pas dit que l'armée ne contribue pas à la paix. J'ai dit qu'elle doit inviter les politiques à contribuer à la paix. Et c'est ce qu'il a dit dans son discours et qui m'a vraiment enchanté. En invitant le chef d'État à œuvrer davantage pour la paix. Bon, moi, je crois que c'est ça. C'est ce que nous attendons de notre armée. Notre armée doit être au service de chaque Ivoirien, de tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Elle n'est pas destinée, elle n'est pas pour un camp contre un autre. C'est ce que je veux faire ressortir. Quand je dis que l'armée doit toujours avoir dans son discours celle des populations qui sont souvent apeurées quand il y a certaines situations. Et cette population, elle doit s'adresser. Et le président, en réaction, a indiqué renforcer l'équipement matériel de l'armée. Il a exhorté cette armée aussi à garder le cap et à le porter encore plus haut. Mais vous savez, moi je sais que depuis 2010, quand Ouattara a pris le pouvoir, c'était pour renforcer l'équipement de l'armée. Ce discours-là est souvent apparu dans ses adresses à cette armée-là. Si aujourd'hui encore, on est encore en train d'entendre ça, c'est dire que ça n'a pas été fait. On ne finit jamais de renforcer. Le général, dans son discours, il a affirmé qu'il y a eu des avancées dans ce cas-là. Mais le président a tenu encore à dire qu'il va renforcer, envoyer plus pour que vraiment l'armée puisse faire face, jouer son rôle de défense du territoire national, tout ça. Non, bon, on peut dire que si c'est telle est la vision de tous ceux qui dirigent un pays, de renforcer la capacité de l'armée. Aujourd'hui, on parle des armées européennes. Quand on voit les budgets, nous sommes loin à des années-lumière pour nous. Mais je veux dire que le sens même de notre armée aujourd'hui, ça doit être plus une armée au service des populations. Parce que notre armée n'est pas fortement dirigée vers l'extérieur. C'est vrai que les menaces djihadistes existent, mais on fait appel à des forces extérieures aussi pour nous aider dans la défense contre les djihadistes. Donc, ce n'est pas tellement cet aspect de défendre l'extérieur contre les djihadistes là. Elle est plutôt une armée, c'est une coalition d'armées qui mène ce combat-là. Donc, je crois que c'est plutôt même de former plus nos armées pour qu'elles puissent utiliser le matériel qui leur est mis à disposition ou du moins qu'elles peuvent produire pour faire face à ces terroristes-là. C'est ça. Alors, quand vous dites qu'il serait préférable de former cette armée, est-ce qu'il faut comprendre par là que cette armée n'est pas suffisamment prête, outillée, aguerrie pour contrer cette avancée djihadiste? Mais nous le constatons quand même. Nous le constatons. C'est malheureux de le dire, mais notre armée est remplie plutôt de soldats des rangs qui les niveaux de formation, les niveaux scolaires, même les niveaux de formation de ces soldats-là est tellement bas parce qu'on a vu comment on les recrutait en son temps. Donc c'est pour dire que notre armée a besoin plutôt de se mettre à niveau. Ils ont fait quand même échec à plusieurs tentatives, notamment à Tougbo, à Téini, au niveau de la caserne de Ndotré. Mais c'est pourquoi je parle de coalition, parce qu'il ne faut pas se cacher que dans ces forces qui agissent contre les terroristes, là, il y a l'aide de la technicité des armées extérieures. On sait que c'est une coalition d'armées européennes qui aide nos armées à lutter contre ces velléités terroristes qui sont à nos frontières. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de formation. Parce qu'il y a du matériel, des technicités qu'il faut utiliser pour détecter déjà le mouvement des troupes djihadistes quand elles bougent. Et tout cela, notre armée n'en dispose pas. On a perdu même un hélicoptère qui était piloté, je ne sais pas par qui. Mais je veux dire que quand on arrive à ce niveau-là, notre armée a plus besoin de formation pour faire face, pour pouvoir utiliser certaines technicités pour faire face à ces avancées djihadistes. C'est plus tellement l'armée qui est nombreuse, mais qui n'a pas les capacités techniques et intellectuelles pour faire face à ces groupes terroristes. Malgré cette détermination affichée par l'armée, il faut toujours craindre. Non, moi je dis, cette détermination affichée par l'armée là, elle est bonne. Elle est bonne dans l'ensemble, mais je veux dire qu'il faut la doter de technicités qu'elle est capable d'utiliser. C'est ça, donc j'ai parlé de formation. Sinon, l'armée, nous souhaitons que notre armée soit suffisamment engagée pour nous prévenir contre ces troupes terroristes qui sévissent en Afrique de l'Ouest et qui sont de nature à déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest.
Donc, moi, je crois que cette détermination, nous l'encourageons, mais nous disons que cette armée a besoin de beaucoup plus pour faire face à cette avancée terroriste. D'accord, c'est bien compris. On va partir pour le deuxième sujet. En Conseil des ministres le mercredi 26 janvier 2022, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a donné des orientations allant dans le sens de la lutte contre la mauvaise gouvernance. Il s'agit de la mise en place d'un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques, un meilleur suivi du bilan de gouvernance des entreprises publiques. Il a demandé aussi une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration ainsi que des ministres de tutelle et qui doivent renforcer leur contrôle réaction. Il faut dire que d'abord, même les mesures qui ont été annoncées sont à saluer d'une part. Mais il faut dire qu'elles interviennent un peu, je veux dire un peu tardivement quand même. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, Ouattara, il a été affublé du titre de grand économiste, de quelqu'un qui a redressé l'économie de plusieurs pays et il est là depuis 2010. Et tous ces gabégies, quand on observe aujourd'hui, le peuple a révélé depuis. Et quand on répondait à ce peuple-là, que l'argent travaille. Mais finalement, on voit que l'argent travaille plus dans les poches des gens. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais nous disons, s'il reconnaît, qu'il reconnaît que vraiment il y a eu ça, c'est à saluer. Mais dans les mesures qu'il va prendre là, est-ce qu'elles sont de nature à freiner ces velléités de gabégie là qu'on observe chez certains de ses proches? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Faut pas se leurrer. Ouattara, quand il est venu au pouvoir depuis 2010-2011, la première interview qu'il a faite, c'était en 2000, si j'ai bonne mémoire, en 2012, dans un journal français, quand il était parti en visite officielle, il a dit qu'il va faire le rattrapage et que dans sa dynamique, il faut que les gens du Nord soient plus en vue parce qu'ils représentent 40% de la population. C'est les propos du président Ouattara. Et quand il a dit, il a commencé à nommer et les gens l'ont dit dans leur discours, non? Ils nomment les populations, les Koulibaly, c'est les Koulibaly seulement qui sont nommés. Vous pensez que c'est un peu l'origine, la cause de... Mais quand on te donne une caution clanique pour gérer une structure, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens à l'aise de faire ce que tu veux parce que tu sais que tu as la caution clanique de celui qui t'a mandaté. C'est ce que l'autre a traduit par tabouret. On ne cherche pas ta compétence. On dit si tu es nous, tu es là, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est les conséquences. Aujourd'hui, nous avons eu l'avantage de participer à certaines formations avec un cabinet de renom là qui a formé aussi les DG et les PCA d'entreprise. Mais la grande tas, c'est de constater que les PCA ne savent même pas quel est leur rôle. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour contrôler les directeurs généraux? Vous avez vu, aujourd'hui, quand on constate les excès des dépenses, les contrats passés, les comptes qui n'existent pas, mais où sont les contrôleurs qui étaient là? Parce que le conseil d'administration où il était. Mais les gens ne savent pas leur rôle. On nomme des gens dans le conseil d'administration par affinité, par amitié. Donc, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont contrôler. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Quand on a vu ça, on se dit, mais attends, qui paye les prix? C'est les pauvres populations encore qui vont payer le prix de ces gabégies-là. Il faut que Ouattara soit quand même assez engagé contre ces dérives financières-là. Parce que quand tu es un seul centime... Vous pensez qu'il n'est pas déterminé? Non, il n'est pas déterminé. Avec la bonne gouvernance, la mauvaise gouvernance, la corruption, avec toutes ces mesures qui ont été prises. Il faut situer la chose dans son contexte. Ouattara intervient dans ce troisième mandat contesté-là. Je ne sais pas si c'est une manière de se blanchir, de refaire sa virginité, mais on a vu cette gestion-là, on l'a déclaré pendant longtemps. On a dit non, c'est pas comme ça se gère. Un pays, ça se gère pas avec un clan, ça se gère avec toutes les compétences. Ils ont tablé sur les tabourets. Adjoumani n'est pas du Nord. Non, Amédée Kouakou n'est pas du Nord. Restons sur les discours. Il a dit qu'il va faire un rattrapage ethnique. Oui, les discours là, mais les actes aussi sont là. Maintenant, quand on finit le discours, tu vas prendre des individus, mais il faut regarder toute la liste. On l'a décrit ici, on a vu sur tous les réseaux sociaux. Billet Diemelo qui était à la tête de l'ATC, n'est pas du Nord. Si tu prends les choses comme ça, tu veux biaiser le discours, tu veux biaiser la réalité. Parce que quand tu veux prendre des individus, il faut prendre une liste d'individus. Sur les DG qui sont nommés dans les administrations, combien sont
ont des noms à consonance nordique et combien ont des noms à consonance des autres régions. C'est un constat. Les gens l'ont décliné pendant longtemps. Il ne faut pas biaiser le discours. Il faut dire les faits pour que ça puisse changer. Parce que notre rôle ici, en tant que journaliste, en tant qu'observateur averti de la scène politique, c'est de faire en sorte que les choses changent dans le meilleur sens. Donc, il ne faut pas chercher à biaiser les choses. Non, on ne cherche pas à biaiser. Non, chercher à tirer... Vous êtes d'accord avec moi que c'est ces personnes que j'ai citées? Non, mais je dis le discours a coïncidé avec la réalité sociologique dans les nominations. C'est ça. Mais donc, quand tu me fais sortir certains individus, bon, je dis, ben, qu'est-ce que tu veux insinuer? Que ce que je dis n'est pas ce que est. Mais alors que, quand on prend la liste, on voit un peu l'ampleur des nominations à consonance nordique. Ça se voit. On le voit. Bon, bref, pour dire que c'est pour nous notre souci, notre souci dans ces genres de démarches-là, c'est de faire en sorte d'attirer l'attention des gouvernants. Pour qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises là, il a dit même qu'il va aller plus loin, il va faire des appels à candidature. On ne peut que saluer cela. Ça s'est fait par le passé. On a vu que tout le monde a compétit et on a choisi des gens pour leurs compétences. C'est ça la compétence. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes compétences. C'est ces compétences-là nous voulons voir à l'œuvre pour montrer que ce pays-là peut montrer au monde ce qu'il a de meilleur. C'est ça. Ce n'est pas des petits raccourcis, des tabourets comme certains voulaient nous faire croire, notamment Bitogo. C'est pas des questions de tabourets. C'est des questions de compétences. On dit venons gérer un pays. Prenons ceux qui sont plus compétents, gérer et on verra le résultat. C'est ce que nous attendons. D'accord, on va écouter à présent le chef de l'État Alassane Ouattara. C'était au cours de ce conseil des ministres, il s'est prononcé sur ce sujet. On va l'écouter. Il faut une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration et surtout des ministres de tutelle qui doivent renforcer leur contrôle a priori. Monsieur le Premier ministre, je vous ai instruit à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations ainsi que des recommandations qui ont été faites par les audits réalisés. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir bien évidemment à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes. Il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu, parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. C'est pour cela que j'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'Ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur. Et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. On vient à l'instant d'écouter le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Alors, M. Betta, je vais rappeler quelques propos qui ont été tenus par le président. Je voudrais souligner, pour éviter que certains en fassent une gorge chaude, que là, il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. M. Ouattara se félicite, des félicitations légitimes ou pas? Mais il s'agit de lui-même, son bilan. S'il ne se félicite pas de son bilan, qui va se féliciter pour lui? Mais moi, je pense que ce bilan-là, ce n'est pas lui qui doit se féliciter, c'est les Ivoiriens qui doivent s'en féliciter. Parce que c'est pour eux que ce bilan-là est fait. Donc, mais si eux-mêmes qui doivent s'en féliciter, s'en mordent les doigts, ils déplorent les faits que vous venez de constater et vous-même vous avez décrié. Donc, c'est vous dire que Ouattara se félicite, ce n'est pas ça le plus important. C'est que les Ivoiriens se félicitent du bilan de Ouattara. Et quelle est la situation aujourd'hui? Quand on interroge la population, elle parle de cherté de la vie, elle parle de l'argent qui ne circule pas, elle parle de... Et Ouattara de leur répondre... Alors, vous estimez que la cherté de la vie, tout ça, ça découle de cette mauvaise gouvernance, de tout ça? Mais attends, quand il te réjouit de son bilan, c'est lequel de ces bilans, selon toi? C'est que les Ivoiriens sont dans de meilleures conditions, c'est que les Ivoiriens vivent de mieux que par le passé. Parce que lui-même, il le dit, par le passé, on connaissait le niveau de corruption. Mais lui, il a travaillé à ce que ça baisse. Mais si ça a tant baissé, la corruption est toujours là. Les populations déplorent les pots de vin qu'ils sont obligés de payer quand ils partent dans certaines administrations. Et on a vu récemment même, il y a eu
des cas dans le secteur de la santé, dans plusieurs secteurs, dans la passation des marchés publics. Bref, pour dire que si lui peut se réjouir de son bilan, ce n'est pas ce que font les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne se sont pas réjouis du bilan que Ouattara leur présente. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore à se demander. Ils se félicitent parce qu'ils estiment que ce sont quelques entreprises. Vous voyez, tu sais, moi je dis que, tu vois, comme on dit chez nous là, c'est pas le sel qui se dit salé. C'est ceux qui vont goûter le sel qui disent le sel est salé. Donc quand lui-même il s'en félicite, il y a lieu de s'interroger. Mais et sur quels paramètres il se félicite? Parce que la réalité quotidienne de la population est telle qu'elle déplore le bilan qui leur est présenté. Est-ce que vous voyez en ces propos du président une sorte de reconnaissance de certaines défaillances dans sa gouvernance? Moi, je vois seulement un aveu. De mauvaise gouvernance? Un aveu d'insuffisance de gouvernance. Parce que, non, moi je crois que vraiment, là où les Ivoiriens avaient placé Ouattara en le portant à la tête de ce pays-là, c'était pas à ce niveau-là. Au point qu'il a abandonné même son contexte d'émergence. Vous voyez, il n'en parle même plus d'émergence. Parce qu'il a compris que là où il emmène les Ivoiriens, c'est loin de la notion d'émergence. Pour vous dire qu'aujourd'hui, je crois qu'en faisant ce mea culpa-là, en montrant qu'il y a des échecs au niveau de sa gouvernance, nous espérons, nous osons espérer, nous osons croire que vraiment des mesures seront prises afin que les Ivoiriens puissent ressentir à tous les niveaux. Il y a quand même des avancées, on parle de croissance des chiffres. Voilà, tu vois, ce gouvernement nous a habitués à des chiffres, mais la réalité n'est pas conforme à ce qu'on aurait espéré de ces chiffres-là. Quand on dit croissance à 2 chiffres, mais il faut te dire que bon, au niveau des populations, le taux de pauvreté n'est pas aussi observable que ce que nous observons tous les jours quand nous parcourons nos populations, quand nous parcourons nos villes et villages. Donc moi je crois que aujourd'hui, Ouattara l'a dit, il va s'attaquer aux maux qui ont miné sa gouvernance dans son 3e mandat contesté. Espérons pour le peuple, pour les Ivoiriens, que cela aboutisse à un réélan économique, que chaque Ivoirien puisse observer, puisse le vivre. Parce qu'en son temps, on a dit, au temps des autres, l'argent circulait. Ouattara nous a dit que l'argent travaille. Nous voulons voir l'argent travailler dans les poches des populations, pour qu'elles servent pour remplir leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins. Voilà. Il a appelé aussi les ministres à promouvoir la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être des populations. Est-ce qu'il a toujours manqué aux membres du gouvernement cette culture de bonne gouvernance? Mais moi, tu sais, quand j'entends ça du président Ouattara, ça me fait sourire. Je ne te cache pas, ça me fait sourire. Parce que je me souviens. Non, je me souviens de son discours de face à face contre le président Laurent Gbagbo en son temps, en 2010. Le président Laurent Gbagbo dit, mais écoutez, monsieur le président, il y a eu de vos ministres que vous avez présentés ils ont eu des comportements avec les deniers publics, ils ont fait des détournements. Il dit, mais Laurent, il fallait me le dire. Je les aurais chassés. Aujourd'hui, lui, il constate. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est maintenant, il prend des mesures. Alors que depuis la rénovation de l'université, tout le monde a découvert, au point qu'on avait renvoyé, même en son temps, on avait déplacé en son temps le DAF du ministère de l'enseignement supérieur. Les gens avaient constaté qu'il y a eu des cabégies énormes, des détournements énormes. Est-ce que quand il appelle... 10 ans, 15 ans après, que Ouattara veut maintenant dire que vis-à-vis de ses ministres, il les invite, mais il a constaté, il prend des mesures. Est-ce que, en les invitant à promouvoir la culture de la bonne gouvernance et la transparence, il constate vraiment qu'ils ne font pas preuve de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion des affaires publiques? Non, ça c'est indéniable. Quand lui-même le dit, c'est indéniable qu'il a constaté qu'ils ne font pas preuve de transparence et de bonne gestion. C'est indéniable. Donc, quand il fait un aveu, un aveu pour montrer que ces ministres n'ont pas suivi, soit, entre guillemets, ce que lui il avait en vue pour ce pays-là. Donc, moi, je dis, c'est indéniable qu'il doit prendre des mesures pour donner des... Parce que quand tu dis et que tu ne prends pas des mesures, ça ressemble à des discours crus. Vous voulez quoi comme mesure? Vous proposez quoi comme mesure? Que ces ministres, lorsqu'ils sont coupables de mauvaise gouvernance, qu'ils soient révoqués? Non, ils ont une panoplie de dispositions qui existent dans nos lois. Moi, je ne suis pas le législateur. Il y a une panoplie de dispositions qui existent dans nos lois, qu'on les prenne
pour montrer qu'on veut vraiment sanctionner quand il y a des dérives financières ou bien gabegie. Voilà, moi c'est ce que nous souhaitons. Nous ne sommes pas là pour dire faut le chasser. Mais le chasser, en fait, le chasser, ça c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi. Est-ce que pour vous, ces orientations qui ont été données par le chef de l'État ont des chances d'être mises en œuvre? Moi, je crois que c'est des orientations qui ont été données depuis 2010. Elles n'ont jamais été suffisamment mises en œuvre. Je ne crois pas qu'elles vont changer, que cela va changer. Moi, je me dis, c'est en fait, puisque là aussi, il faut dire que les audits ont fuité. Hein. Donc, Ouattara s'était senti obligé de dire quelque chose. Sinon, depuis toujours, les uns et les autres ont dénoncé à travers les médias, à travers les sorties de certaines organisations non gouvernementales, cette dérive financière, cette gabegie qu'on observe dans l'administration. Aujourd'hui, aucune mesure n'avait été prise. Donc, moi, je comme ça aujourd'hui, quand il le dit, bon, c'est parce qu'il veut donner vraiment un coup d'accélérateur à son nouveau mandat, peut-être, sinon... lequel? Le troisième mandat. Vous pensez que c'est pour le troisième mandat, voilà. Le premier mandat, ou bien vous dites qu'il agit ainsi parce qu'il veut briguer notre mandat? Non, ça saute aux yeux que vraiment il veut briguer notre mandat, mais ça c'est une autre paire de manches, on en parlera à certains moments. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, en voulant se donner un nouveau costume dans des vieux habits, moi je crois que c'est une goutte d'eau qui nous émeut pas. Hein. Moi personnellement, ça ne m'émeut pas ce discours-là, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, sur quoi les Israéliens l'attendaient, c'était la transparence dans la gestion, la bonne gestion des finances publiques et la bonne gouvernance dans ce pays-là. Mais quand on ne l'a pas vu et que 10 ans après, 15 ans, presque 15 ans, c'est maintenant qu'il veut se donner cette virginité-là. On dit, bah écoute, qu'il le fasse si ça peut encore émouvoir certains de ses partisans. C'est tant mieux. Alors, M. Betta Michel, nous allons sortir de la Côte d'Ivoire pour s'intéresser à la deuxième rubrique de cette émission, Focus Médias africains. Et à ce stade de cette émission, on va aller au Burkina Faso, qui a été victime d'un coup d'État militaire qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. On va suivre cet élément vidéo et puis on revient pour le débrief. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a été renversé par l'armée lundi 24 janvier 2022. Dans un communiqué lu à la télévision nationale par des officiers en uniforme, l'armée a annoncé avoir suspendu la Constitution et dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale, tout en s'engageant au retour à un ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Lisant un communiqué signé du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui assure désormais le pouvoir. L'armée souligne que sa prise de pouvoir s'est déroulée sans violence et que les personnes arrêtées se trouvent en lieu sûr. Le MPSR s'est engagé à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Il appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner dans ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. La télévision publique RTB a publié une lettre manuscrite signée de sa main dans laquelle il indique déposer sa démission dans l'intérêt supérieur de la nation suite aux événements qui s'y déroulent depuis dimanche. Ces annonces surviennent après plusieurs heures d'incertitude et de chaos au lendemain d'une journée de manifestation contre le pouvoir marquée par des mutineries dans plusieurs bases du pays. Des tirs avaient été entendus en fin de journée, dimanche près de la résidence du chef de l'État, accusé par une grande partie de la population, excédée par la violence, d'être incapable de contrôler le groupe djihadiste. Alors, le lundi 24 janvier 2022, le Burkina Faso a été frappé par un coup d'État militaire qui a renversé le président Roch. Et depuis ce lundi 24 janvier, le pays est dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, votre réaction après ce coup d'État au Burkina Faso? Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable que le Burkina soit obligé encore de vivre un autre coup d'État après avoir traversé plusieurs autres. Et récemment, ils avaient forcé pour élire un président démocratiquement, un civil,
après une transition. Moi, je crois que le Burkina n'avait pas besoin de cela. Maintenant, il faut analyser la situation après coup d'État. Qu'est-ce que vont apporter les militaires? Qu'est-ce que vont apporter les militaires? C'est sur ces questions-là que je crois qu'il faut désormais s'attarder parce que le coup d'État est consommé. Le coup d'État est consommé, qu'est-ce que pourront apporter les militaires? Plusieurs interrogations, parce que ces militaires-là, on l'a vu dans plusieurs pays où ils ont pris le pouvoir, ça va à volo. Ça va à volo en ce sens que ils veulent imposer tout par la force. Ils veulent imposer, je veux dire, leur dictat par la force, leur dirigisme par la force, et vraiment, on voit que c'est pas à l'avantage des populations burkinabées. Donc aujourd'hui, nous déplorons cette situation et nous pensons que très vite, bon, notre communauté sous-régionale, la CEDEAO, trouvera les mécanismes qu'elle tarde à trouver déjà pour éviter que cette transition-là s'éternise afin que le peuple burkinabé puisse retrouver très rapidement sa sérénité à travers une gouvernance qu'elle aura choisie. Alors, est-ce que, à votre avis, comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qui annonçaient ce coup de force de l'armée? Non, il faut dire, depuis l'installation des groupes djihadistes dans la sous-région, tous les régimes de notre sous-région sont plus ou moins devenus un peu plus fragiles. Parce que les populations se posent souvent des questions, mais d'où vient que jusqu'ici, les terroristes continuent de tuer et qu'on n'arrive pas à les arrêter. Donc elles se disent que c'est une incapacité de ceux qui dirigent à pouvoir maîtriser ces groupes terroristes et à éviter les tueries massives des populations civiles qu'on observe avec ces terroristes-là. Donc la sous-région étant devenue fragile, il faut éviter de la fragiliser davantage. C'est ça la grande question. Parce que l'intrusion des militaires est de nature à fragiliser davantage l'environnement sous-régional. S'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de direction assez, républicaine des choses publiques, mais tout le monde peut, toutes les velléités peuvent s'installer. Imaginez-vous qu'après avoir pris le pouvoir ici, à Ouaga, un autre prend le pouvoir de l'autre côté, à Bobo Dioulasso. Que feront ces militaires-là? C'est l'affrontement. Est-ce qu'on pourrait éviter ce coup d'État? Est-ce que c'était évitable? Non, moi je dis que depuis que j'ai observé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en 2010, je me dis que tout coup d'État peut être évité. Parce que les gens sont venus déloger un président démocratiquement élu, c'est qu'on peut déloger un président putschiste facilement. Pourquoi on ne payait pas ça? Pourquoi on n'a pas délogé ces putschistes-là pour éviter qu'ils donnent des velléités à d'autres personnes encore? Moi, je crois que si on peut utiliser la force, parce que la CEDEAO en son temps avait appelé à la force contre Laurent Gbagbo, mais elle peut le faire aussi contre ces putschistes-là. Parce que pour eux, c'est plus grave. Mais la CEDEAO a appelé à la force contre Assimi Goïta. Mais qu'elle rentre en action, parce qu'on a vu les trucs de la CEDEAO se mettre en action pour venir intervenir en Côte d'Ivoire. Qu'elle rentre en action pour venir déloger ce monsieur. Moi, je crois que vraiment, tu vois, quand on observe tout ce qui se passe dans notre sous-région, c'est cette tendance à deux poids, deux mesures qui fait que les gens ne croient plus aux décisions de nos organisations sous-régionales. Parce qu'à certains moments, elles se sont montrées plus violentes. Mais à certains moments, on voit une certaine indulgence, là où on ne devait même pas tolérer l'indulgence. Voilà, donc la CEDEAO a condamné ce putsch. Non, quand je dis condamné, l'Union européenne l'a condamné, l'Union africaine, condamné, la communauté internationale l'a condamné. Mais quand on condamne, est-ce que pour vous, il faut croire qu'on ne peut rien attendre de cette communauté internationale dans cette situation au Burkina Faso? Vous savez, on ne peut rien attendre de cette communauté. Je ne m'aventurerai pas sur cette voie-là. Parce qu'on n'a que la communauté internationale pour nous sauver quand le désastre veut s'installer. Donc, dit qu'on ne peut rien attendre d'elle, mais je pense qu'elle doit être un peu plus rigoureuse. Parce que, vraiment, les intérêts des uns des autres ont fragilisé cette décision. Puisque, quand on observe, on voit que là où il y a les intérêts de certaines puissances, les décisions tardent à venir, les décisions tardent à se prendre. On a vu en Libye comment ça s'est passé. On a poursuivi un président pour aller l'éliminer parce que les décisions leurs intérêts se rejoignaient quelque peu.
Donc voilà comment j'ai vu ces genres de situations qui ont amené la communauté internationale à user des violences, d'armes, hein, pour arrêter l'évolution de soi-disant autorité ou bien pouvoir antidémocratique. Je crois que quand il y a les putschistes, ça devait être la règle. Ça doit être la règle, mais malheureusement. Mais bon, on ne va pas toujours souhaiter que les mêmes choses se répètent. Mais je crois qu'ici, la leçon, il faut en tirer les leçons. Il faut voir comment sortir de cette situation, je dis, incongrue. Est-ce la fin de la démocratie au Burkina Faso avec ce putsch? Non, on ne peut pas dire la fin de la démocratie. Parce que si on arrive à la fin de la démocratie, on rentre dans l'anarchie. Il faut souhaiter que très rapidement, cette intervention des militaires-là prenne fin, hein, qu'on trouve un canevas, une transition. Justement, est-ce que vous croyez en ces militaires-là? Vous pensez vraiment qu'ils vont ramener le pouvoir au civil? Au civil? Non. Le lieutenant-colonel, il a indiqué vouloir rétablir l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. On a vu au Mali, c'est le même discours qui a été tenu, mais jusque-là, aucune avancée. Ouais, c'est pourquoi j'ai parlé de souvent, il faut user de force. Il faut user de force. Parce qu'on a vu que la communauté aussi s'est bandée ses muscles. Lorsqu'on observe que ces gens-là rusent avec la volonté des populations de retourner à une autorité civile, il faut user de force pour les emmener. Donc il faut envoyer l'armée de la CEDEAO pour aller déloger ces... S'il n'y a pas d'autre alternative, parce que dans le dialogue, ils montrent de la ruse, ils montrent une mauvaise foi, une mauvaise volonté. Il faut user de force. Moi, je crois que souvent, il faut y arriver. Hein, parce que à ce rythme-là, on donne des idées aux autres aussi. Hein, et puis, on va installer la sous-région totalement dans une anarchie qui, ma foi, vraiment, va nous mettre encore 100 ans, 200 ans en arrière. Hein, parce qu'il faut le dire, l'Afrique fait ses premiers pas dans la démocratie depuis 1990. Et nous voyons que cette démocratie-là, ce multipartisme-là, nous voyons des difficultés à le tenir. Hein, à tenir ce multipartisme. Donc, quand on voit que les militaires reviennent encore dans la scène, vraiment, il y a lieu de craindre que notre sous-région bascule dans un régime militaire total. Et ça, ce n'est pas l'avantage de nous autres qui avons foi en l'avenir de l'Afrique à travers la démocratie, à travers l'expression populaire des populations pour choisir leurs dirigeants et l'avenir de l'Afrique en même temps. En tout cas, vous déplorez ce putsch au Burkina Faso, mais une partie de la population burkinabé a applaudi ce putsch. On va suivre cette vidéo et puis on revient pour la suite. Quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Voilà, depuis longtemps on a parlé, on a sorti. On était serré comme un étau, mais maintenant on est libre, on est content. C'est la victoire du peuple. On est très content parce que l'armée burkinabé a pris sa responsabilité. Et c'est ce que nous les avons demandé depuis longtemps. Ils ont assumé leurs responsabilités et nous sommes fiers avec eux. Et nous allons lutter avec eux. La politique française n'a pas apporté les résultats escomptés en 10 ans d'intervention dans le Sahel. Oui, trop c'est trop, trop de morts, trop de réfugiés. Alors, Beta Michel, que vous inspire comme commentaire ces réactions de ces habitants de ces Burkinabés en soutien au putsch qui s'est effectué au Burkina Faso? Vous savez, pour nous autres, hein, qui vivons dans un pays qui a connu ces genres d'excès-là, l'intervention de ces populations-là, demain, je veux que même vous notez tous les noms de tous ceux qui sont intervenus là. Demain, si vous allez les interroger, on va noter après 6 mois, vous verrez qu'ils ne tiendront pas ce même discours-là. Non, les coups d'État ne sont pas à saluer. Vraiment, pour moi, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un État. Un coup d'État. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte de sortir de cette situation dramatique là, qu'est ce coup d'État là. Donc, il ne faut pas encourager les gens, les autres à venir se faire valoir la télévision juste pour gagner les prébendes des putschistes. Parce que ça, on connaît ce genre de manipulations qui sont faites pour montrer qu'il y a un soutien populaire autour de putsch. Bon, ça, on ne va pas s'attarder dessus. Mais ce que je dis qu'il ne faut pas encourager les coups d'État, notamment dans nos sous-régions, où les djihadistes ont déjà pris une partie des territoires. Il faut faire en sorte que
les coups d'État ne soient pas l'apanage de nos États. Parce que vous voyez, depuis quand on quitte en Afrique, vers la Libye, quand on quitte la Libye et puis on vient dans le Sahel, tous ces territoires-là, c'est des territoires fragiles, très fragiles. Et vouloir les fragiliser davantage, mais vous aurez ici en Côte d'Ivoire, on ne pourra même plus tenir la population. Parce que j'imagine que toute cette population-là veut s'exiler pour quitter leur territoire menacé par les terroristes. Qu'est-ce que l'Afrique va vivre? Alors d'abord c'était le Mali où on a connu deux putsch, après la Guinée, après le Burkina Faso et puis quelques semaines après le Burkina Faso, il y a eu la Guinée-Bissau qui a manqué un coup d'État. Non, mais c'est ce que je disais. Je dis que l'Afrique est en train de montrer le pire visage qu'elle a vécu dans les années 60. C'était l'Afrique des coups d'État. On a essayé tant bien que mal de voir les limites de ces coups d'État-là. Après, le pays qui n'avait pas eu de coup d'État, c'était la Côte d'Ivoire. Et on a vu vous étiez à la Côte d'Ivoire avant le coup d'État de 90, de 99. Donc, vous voyez que les coups d'État n'ont jamais rien apporté de bon en Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ça, et puis surtout dans ce contexte de djihadisme, là, ça sera pire. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment que nos communautés sous-régionales et la communauté internationale se mettent ensemble pour abréger le règne des putschistes. Alors en Guinée-Bissau, ça a échoué. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cet échec-là, de ce coup d'État j'ai dit que cet échec-là a salué. Donc qu'est-ce qui peut l'expliquer? J'ai dit bravo au président. Un président qui a vraiment usé de tous les moyens pour mettre en déroute ces putschistes. Donc c'est à saluer. Donc ce qui explique, j'ai dit même il faut prendre les leçons avec le président de la Guinée-Bissau pour que les coups d'État, comment on peut les enrayer avant qu'ils ne prennent le pouvoir. C'est ça, c'est cette leçon qu'il faut tirer. Donc pour moi, c'est pas de dire pourquoi ça a échoué, c'est de dire mais comment tu as fait pour que ça échoue, pour qu'on n'ait plus à vouloir répéter ça encore ailleurs. Est-ce qu'il y a toujours lieu de craindre d'autres coups d'État? Est-ce que le contexte, la situation permet de dire qu'il peut y avoir des velléités de coups d'État encore quelque part? Non, il faut dire que, tu sais, les coups d'État se justifient souvent par la manipulation des tests constitutionnels. Et les présidents africains se sont accoutumés à ça. Le ROC n'a pas manipulé. Non, j'en viens. La manipulation des tests constitutionnels et aussi la tendance des militaires à vouloir, je dis, tu vois, c'est pourquoi j'ai déploré le discours de notre chef d'état-major. Voilà, de vouloir trop montrer au président que c'est lui. Ce n'est pas le président votre premier souci, c'est les populations. Donc il faut que l'armée se rende compte qu'elle n'est pas une armée au service d'un camp contre un camp. Parce qu'en enlevant Roche, elle se met au service des partisans des autres camps, de ceux qui ne sont pas Roche. Donc il faut que l'armée évite ce genre de situation-là. Il faut que l'armée reste à sa place. Sa place, c'est de contribuer autant que faire se peut à la paix et à la préservation du territoire national. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Betta Michel, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire rapidement avant qu'on ne se dise? Oui, je voulais, avant de clore mon propos, dire que vraiment la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à tout donner. Parce que ce pays-là, c'est le seul que nous avons. Et quand nous observons souvent que certaines dérives, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau de certaines situations, nous souhaitons que tout le monde contribue, autant que faire se peut, à faire en sorte que ce dialogue politique qui est en vue là, il aboutisse à un contexte politique apaisé totalement. Donc vraiment, c'est cet appel-là que nous lançons à tout un chacun. Que l'armée y contribue, selon qu'elle peut. Que le chef d'état-major qui a des rapports très proches, il nous l'a montré avec le président de la République, l'incite à faire davantage pour que le contexte politique, le contexte électoral soit des plus aisés pour tous les Ivoiriens. Maintenant, en s'agissant des coups d'État, vraiment, nous souhaitons que l'Afrique prenne un peu plus la mesure de ce que sera son avenir avec les coups d'État pour ne plus les vouloir. D'accord, on espère bien que votre appel sera attendu par la personne concernée. Encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir tenu compagnie
pour ce décryptage de l'actualité nationale et internationale. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Bélier. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. Au revoir.